Bonjour à tous et bienvenue dans cette 5e vidéo sur le rapport RTE intitulé Futur énergétique 2050. On va parler aujourd'hui des mix entre les scénarios de production et de consommation. Et c'est donc le 5e chapitre du rapport RTE qui en compte désormais 14. Et donc il y aura bien 14 vidéos pour chacun de ces chapitres. On a vu dans le chapitre 3 sur les scénarios de consommation qu'il y avait plusieurs scénarios envisagés, donc à la fois un scénario de référence, un scénario de sobriété et un scénario de réindustrialisation profonde, ainsi qu'un certain nombre de variantes. On a vu ensuite dans le chapitre 4 sur les scénarios de production qu'il y en avait 6 principaux qui étaient étudiés, donc à savoir 3 scénarios M sans nouveaux réacteurs nucléaires et 3 scénarios N avec de nouveaux réacteurs nucléaires. Et il y a aussi, donc dans cette étude d'RTE, d'autres configurations qui sont étudiées, donc à savoir une sortie rapide du nucléaire et un moratoire sur les énergies renouvelables. Et une dernière variante qui est proposée dans les compléments récents, qui est sur les conséquences d'une mondialisation contrariée, avec en particulier des impacts sur l'approvisionnement en matières premières et en combustible, ainsi que sur des hypothèses de croissance revues à la baisse. Quoi qu'il en soit, toutes ces variantes ont pour contrainte de respecter la neutralité carbone à l'horizon 2050, aussi de ne pas importer massivement d'énergie hors du territoire, et bien sûr de garantir la sécurité d'approvisionnement, en dimensionnant un mix de flexibilité adapté. Donc c'est toutes ces variantes, hormis la variante sortie rapide du nucléaire et moratoire sur les énergies renouvelables, qui ne permettent pas de respecter ces conditions. Pour chaque scénario de production et de consommation, RTE a dû décliner géographiquiquement des hypothèses, donc à la fois sur la production de chaque filière et sur la consommation. Et donc afin d'évaluer finement les besoins d'évolution du réseau, en fonction de la localisation de la production et de la consommation, les besoins réseau vont être différents. Il y a aussi un enjeu de vérifier que les gisements nécessaires sont vraiment disponibles. Cette déclinaison géographique permet aussi d'avoir des chroniques temporelles de production très fines, à la fois pour l'éolien, le photovoltaïque. C'est beaucoup plus, les résultats sont beaucoup plus précis si on sait où exactement on a placé les panneaux solaires et les éoliennes. Et cette démarche permet aussi d'identifier l'évolution énergétique de chaque territoire. Donc ça permet à chacun de savoir ce qui va lui arriver près de chez lui. En termes de méthodologie, RTE donc a pris en compte toutes les contraintes qui étaient cartographiables, donc en particulier des contraintes techniques, économiques et sociétales, et afin d'identifier donc le gisement pour l'éolien et le photovoltaïque. Et donc en particulier, si on regarde l'éolien, on a beaucoup de gisements dans le nord-est, peu sur le reste du territoire. Pour le photovoltaïque, on aura beaucoup de gisements dans le nord et le centre, mais très peu dans le sud-est et pas tant que ça dans le sud-ouest. Donc voilà, tous ces gisements sont bien pris en compte par RTE. Donc les choix qui ont été faits pour la répartition des énergies renouvelables. Dans le scénario M1, qui est donc 100% énergie renouvelable en 2060, de manière décentralisée, là, ce qui a été retenu comme hypothèse, c'est d'avoir de la production proche de la consommation. Dans les autres scénarios, c'est plutôt une logique économique qui a été mise en œuvre, tout en prenant en compte des enjeux d'acceptabilité. Et pour ce qui est des réacteurs nucléaires de type SMR, dans le scénario N03, donc les petits réacteurs nucléaires, ce qui a été retenu comme hypothèse, c'est de les placer sur des sites nucléaires existants, mais on aurait aussi très bien pu décider de les placer proches de zones urbaines ou de sites industriels. Mais donc voilà ce qui a été retenu comme hypothèse par RTE. Si on reprend les 6 scénarios de production étudiés par RTE, il y en a 300 nouveaux réacteurs nucléaires, à savoir les scénarios M0, M1 et M23. Donc M0, c'est 100% énergie renouvelable en 2050 avec une sortie accélérée du nucléaire. M1, ça repousse le 100% énergie renouvelable à 2060 en misant sur des énergies décentralisées, donc des énergies citoyennes, des panneaux solaires sur les toits, des petits projets éoliens. Et on a M23 qui est toujours 100% énergie renouvelable en 2060,
mais qui mise là plutôt sur des énergies centralisées, à savoir des grands parcs photovoltaïques au sol, des grands parcs éoliens en mer, des grands parcs éoliens terrestres. Et ensuite, on a 3 scénarios N avec des nouveaux réacteurs nucléaires, mais plus ou moins selon les scénarios. Le scénario N1, c'est 8 EPR d'ici 2050, ce qui revient à avoir environ un quart de nucléaire dans le mix électrique. N2, c'est 14 EPR d'ici 2050, donc on a environ un tiers de nucléaire dans le mix électrique. Et N03, c'est environ 50% de nucléaire dans le mix électrique, avec toujours 14 EPR qui est ce qui est identifié par la filière comme étant le maximum de réacteurs qu'on peut construire d'ici là. Et du coup, on rajoute une dizaine de petits réacteurs modulaires et on prolonge l'essentiel des réacteurs nucléaires et certains au-delà de 60 ans. Donc les pourcentages représentés dans les petits camemberts, ça représente la part de chaque technologie dans la production d'énergie annuelle dans le scénario de consommation de référence. Dans les scénarios sobriété et réindustrialisation, la puissance installée en nucléaire reste inchangée et c'est les énergies renouvelables qui compensent la baisse ou la hausse de production nécessaire. Et donc on répartit de manière équilibrée entre photovoltaïque, éolien en mer et éolien terrestre. Si on prend le scénario N03, on a donc 50% de nucléaire dans le scénario de consommation de référence, mais 57% dans le scénario sobriété et 44% dans le scénario réindustrialisation profonde. On peut voir ici la puissance installée en photovoltaïque dans chaque région en fonction du scénario de production suivi. Donc il y a deux choses qui sont assez remarquables. La première, c'est que selon le scénario de production, la puissance installée nationale varie fortement, donc du simple au triple, avec 70 gigawatts dans N03 et 214 gigawatts dans M1. Et la deuxième chose qui peut être remarquée, c'est que pour une même puissance installée, donc entre M0 et M1, la répartition des installations par région est différente. Ça se remarque en particulier pour les Hauts-de-France où on passe de 9 à 24 gigawatts. Après dans les autres régions, les différences sont assez faibles. Et cette différence est due au fait que M1 mise sur des énergies décentralisées, donc avec beaucoup de panneaux solaires sur les toits. On peut voir ici la puissance installée par région dans chaque scénario de production, avec une certaine disparité entre des régions. Donc on a le Grand Est qui a 13 gigawatts d'éolien terrestre en 2050, contre PACA avec uniquement 1 gigawatt. Et après le reste des régions c'est assez équilibré. On peut observer aussi que les Hauts-de-France, vu la taille de leur territoire, sont assez bien servis. Et donc voilà, une certaine disparité et une forte concentration dans le nord-est. Pour ce qui est de l'éolien en mer, plusieurs façades seront bien équipées, à savoir la Manche, autour de la Bretagne et la Méditerranée. Au large des côtes aquitaines, il y aura un peu moins d'installations, les vents étant, j'imagine, un peu moins venteux. Les scénarios de consommation ont un impact sur le mix de production nécessaire de chaque technologie. La démarche retenue par RTE a été de considérer une puissance installée équivalente dans le scénario sobriété et référence pour le nucléaire, et donc de compléter la différence de consommation par une variation sur les énergies renouvelables qui soit équilibrée donc, entre les trois filières, éolien en mer, éolien terrestre et photovoltaïque. Dans le scénario sobriété, ça permet une baisse du rythme nécessaire de déploiement des énergies renouvelables, ce qui facilite la possibilité de faire des scénarios 100% énergie renouvelable. Dans le scénario de réindustrialisation profonde, la démarche est similaire. On garde la même puissance installée en nucléaire dans la trajectoire de référence et de réindustrialisation, et on complète l'énergie nécessaire par les filières renouvelables, à savoir éolien en mer, éolien terrestre et photovoltaïque. Et là, pour le coup, les rythmes de déploiement des énergies renouvelables sont particulièrement élevés dans les scénarios 100% énergie renouvelable. Donc la réindustrialisation est difficilement compatible avec une sortie du nucléaire. Dans les principaux scénarios étudiés, RTE a pris en compte un cadrage macroéconomique assez favorable, avec en particulier un contexte mondial favorable, une croissance assez régulière
et pas de tension sur l'approvisionnement en matières premières, ni sur les coûts des matières premières. Or, on a vu récemment qu'il pouvait y avoir des crises, et il y aura sûrement encore des crises dans les années et les décennies qui viennent, des crises sanitaires, des crises commerciales, voire géopolitiques comme en ce moment avec la crise en Ukraine. Il y aura aussi des enjeux avec des crises climatiques et toutes leurs conséquences. Ces crises peuvent avoir des impacts sur la disponibilité et sur les prix des matières premières. Donc là, entre 2020 et 2021, avec la crise Covid, on a vu le cours du nickel, du cuivre et de l'aluminium doubler, ainsi que d'autres matières premières. On a aussi vu les cours du gaz et de l'électricité exploser fin 2021. Donc voilà, il peut y avoir des tensions sur l'approvisionnement et sur les coûts de matières premières et de combustibles et d'énergie. Alors la variante mondialisation contrariée, elle est censée prendre en compte des relations internationales dégradées, des tensions possibles sur l'approvisionnement en matières premières et du coup des hausses de prix aussi sur ces matières premières. Là, entre début 2020 et fin 2021, la hausse des prix des matières premières a fait augmenter de 10 à 25% le coût d'investissement dans le photovoltaïque et l'éolien. Donc voilà, le cours des matières premières a un impact sur, au final, le coût du système électrique. Et pour ce qui est de la croissance plus faible dans cette variante-là, et qui s'accompagne aussi donc d'une rareté du capital et des financements disponibles, ça peut entraîner donc des difficultés de financement des énergies renouvelables et du nucléaire, ainsi que des difficultés à décarboner les autres secteurs, à savoir le transport, les bâtiments, l'industrie, donc difficultés à électrifier ou des retards dans la transition énergétique. Et donc cette variante mondialisation contrariée nécessite une étude approfondie qui sera donc publiée dans les prochains mois par ATE dans ses compléments. Lors de la concertation, certaines parties prenantes ont voulu que d'autres configurations soient étudiées, à savoir une configuration de sortie rapide du nucléaire dès 2035 et une configuration de moratoire sur les énergies renouvelables qui nécessiterait donc un développement maximum du nucléaire. Ces configurations ont un impact sur le mix de production, or il faut que la production soit égale à la consommation. Et donc pour réguler tout ça, il y a plusieurs possibilités. Soit on régule par la demande, donc ça se traduit par des pénuries ou des rationnements, soit on régule par l'offre. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit on modifie le rythme de construction des énergies renouvelables ou du nucléaire, mais là dans les proportions demandées c'est complètement irréaliste, irréalisable. Soit on recourt à des importations, soit des importations d'électricité, soit des importations de combustible, soit on recourt à des énergies fossiles, donc on continue à utiliser du gaz, voire d'autres combustibles fossiles, et on remet en question la décarbonation de l'économie. Et c'est effectivement ce qui risquerait de se passer si on partait sur l'un de ces deux scénarios. Pour ce qui est de l'option sortie rapide du nucléaire, aujourd'hui, en 2019, le système électrique émettait 19 millions de tonnes de CO2 par an. En 2035, si on fait des efforts de sobriété, on émettrait 60 millions de tonnes de CO2 par an, et dans la trajectoire de référence, 75 millions de tonnes de CO2 par an, uniquement pour le système électrique. Donc ce n'est pas un scénario de décarbonation. Pour ce qui est de l'option de moratoire sur les énergies renouvelables, l'idée donc c'est de garder la même proportion d'énergie renouvelable jusqu'en 2050 et de pousser au maximum la production d'énergie nucléaire. Or, avec l'augmentation de la consommation d'électricité, on va avoir un problème. Donc, si on part sur un scénario de réindustrialisation, le problème on l'aura dès les années 2030-2032. Avec la trajectoire de référence sera plutôt en 2036 et même dans le cas de la trajectoire de sobriété, on n'y arrivera pas et en 2045 on aura un problème. Conclusion, le nucléaire est nécessaire à court moyen terme, donc voilà, d'ici 2035 et même d'ici 2050, il ne faut pas fermer trop vite des réacteurs nucléaires, sinon on ne va pas respecter nos objectifs court terme de décarbonation. Et les énergies renouvelables sont indispensables à moyen long terme. Sans développement massif d'énergie renouvelable, on n'arrivera pas à finir de décarboner l'économie. RTE a retenu 18 enseignements de son étude,
Donc pour le chapitre 5 sur le mix production-consommation, on peut retenir en particulier que atteindre la neutralité carbone en 2050 est impossible sans un développement significatif des énergies renouvelables. Merci d'avoir suivi cette vidéo. La prochaine traitera du chapitre 6 sur l'Europe. En effet, la France est interconnectée avec ses pays voisins et la modélisation du système électrique doit se faire à l'échelle européenne pour être représentatif. Et donc les hypothèses d'évolution du mix électrique dans nos pays voisins ont un impact sur les conséquences en France. C'était Barla Énergie Climat, merci et à très bientôt.